Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères sœurs et frères, chers amis, Mesdames et Messieurs, les responsables des mouvements associatifs, Mesdames, Messieurs, les circonstances exceptionnelles de cette manifestation, à savoir le 66e anniversaire du président légalement élu de la Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Koudou-Gbagbo, et exige de nous que nous prenions toute la mesure de ces instants particulièrement historiques. La France a connu, dans sa longue histoire, des épreuves douloureuses. Elle a toujours, dans ces circonstances, bénéficié de l'appui des Africains. La France a connu, de 1914 à 1918, une épreuve tragique. Et les belligérants, à savoir la France, l'Allemagne, se retrouvent aujourd'hui autour d'un projet commun, celui de la construction européenne, qui s'avère être l'idéal proposé à la jeunesse européenne. Mais les Africains qui avaient payé un lourd tribut au cours de cette guerre particulièrement tragique, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, notamment dans les tranchées de Verdun ou d'ailleurs, et bien ces Africains, la France a oublié leur mémoire. La France n'a pas honoré leur mémoire. En 1935, parce qu'on parle de la guerre 1939-1945, mais en fait, c'est une amnésie volontaire. Parce qu'en 1935, le terrain d'expérimentation de la deuxième guerre dite mondiale, ça a été l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui a d'abord été agressée par les puissances fascistes coalisées. Et Mussolini, qui a utilisé de gaz moutarde en ces circonstances, n'a pas été sanctionné par la SDN, la Société des Nations, qui précédait l'ONU que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, l'article 6 de la Charte de la Société des Nations stipulait que tout pays membre, tout État membre souverain qui viendrait à être agressé par une puissance étrangère verrait jouer immédiatement en sa faveur la solidarité internationale. Ni la France, ni l'Angleterre, ni les autres pays membres de la SDN n'avaient cru bon de soutenir l'Éthiopie. Et le délégué haïtien avait dit: souffrez qu'un jour vous ne deveniez à votre tour l'Éthiopie de quelqu'un. C'était très prophétique. Et plus tard, effectivement, les mêmes puissances ont attaqué la France. Et cette fois-ci encore, les Africains ont volé au secours de cette France qui porte la bannière et l'étendard de la patrie des droits de l'homme. Il y a eu une bataille particulièrement sanglante qui s'est déroulée dans le désert de Libye. Voilà, nous parlons de Libye aussi, parce que la Libye aussi est sous les bombes au moment où je parle. Et cette bataille, c'était la bataille de Bir Hakeim. Parce que Hitler a mobilisé toutes ses forces, aériennes, navales, terrestres, sous la bannière de celui qu'on a appelé le renard du désert, Rommel, pour en finir avec la France. Parce qu'il avait réalisé trop tard que la force de la France, c'était ses colonies. C'est donc un Guyanais
un descendant d'esclaves, Félix Eboué, qui a battu le rappel pour que la France libre puisse être sauvée. Parmi ceux qui se battaient, il y avait le père du président Gbagbo. Le père du président Gbagbo. Et le président Gbagbo est né le 31 mai 1945. Donc au moment où, grâce à l'effort de guerre des Africains, Antillais comme Africains issus des territoires coloniaux, les grands ensembles, AEF, AOF, avaient aidé la France à ruiner l'espoir d'Hitler, de la prendre par revers à partir de ces colonies africaines, pour la couper de ses sources de ravitaillement. À ce moment-là, le président Gbagbo voyait le jour. Donc c'était un témoin de ce que la France avait fait comme promesse, à savoir qu'elle émanciperait, une fois la guerre terminée et la victoire acquise, les ressortissants des ex-colonies qui étaient assujettis alors au statut infamant de l'indigénat. Il vous revient et il vous appartient aujourd'hui de voir si cette promesse a été tenue. Non. Et le président Gbagbo, qui est un historien de renom, le président Gbagbo savait parfaitement que ce pourquoi la France s'est battue, à savoir l'avènement d'une véritable démocratie chez elle, vous vous souvenez de la Bastille, vous vous souvenez de la place de la République, ce sont les places fortes de la résistance française. Ce pourquoi elle s'est battue, elle n'a pas voulu que l'homme noir en bénéficie, pour des raisons qui sont dues tout simplement à son statut de puissance coloniale, qui avait besoin de l'Afrique pour avoir, si vous voulez, une certaine visibilité dans le concert des nations. Nous allons donc aujourd'hui rendre hommage au président Gbagbo. Cet homme qui a été le témoin privilégié de toutes les grandes crises de l'Afrique. 1945, c'était aussi la date du congrès panafricain de Manchester, avec Padmore, etc. Nkrumah, qui émergeait comme une figure anticolonialiste et panafricaniste emblématique. 1960, la vague des indépendances après l'indépendance du Ghana, et puis, 50 ans après, la France nous propose comme contrat le contrat pour une nouvelle recolonisation. Pouvez-vous accepter cela? Non. C'est pour dire non que les frères se sont mobilisés. Je parle des frères du cri panafricain que vous connaissez et je vous demanderai de faire une ovation au frère Willy Black. Je lui donne la parole parce qu'il sera notre modérateur. Et ensuite, il introduira, parce qu'il le connaît mieux que quiconque, et surtout mieux que moi, parce que cette paire de résistants, je l'ai découverte comme beaucoup d'entre vous, sur le terrain, au cours des mobilisations. J'avais moi-même participé à une série d'actions avant même les élections. Et nous avions, parce que nous étions proches de l'Institut Audace Afrique et d'un certain nombre de groupes, je le dis aujourd'hui, parce que nous avons reçu de sa part un signe de vie et de chef des patriotes, à savoir le frère de combat, Charles Blé Goudé. C'est la génération Blé Goudé. C'est l'Afrique debout, c'est l'Afrique des résistants, c'est l'Afrique de la dignité. Je lui donne la parole. Merci. Je ne saurais, avant tout propos, remercier
mais surtout féliciter le professeur Gomez qui fait beaucoup pour la résistance africaine et panafricaine. Et à travers lui, vous tous, résistants et résistantes, qui porteront un jour sur le fonds baptismaux notre idéal, celui d'une libération totale mais surtout définitive. Un aller sans retour vers la liberté, tant espérée, tant recherchée. Je voudrais aussi, avant de commencer, vous demander de saluer, vous l'avez déjà fait, le conseiller spécial du président de la République. Oui, car c'est un honneur pour nous, M. Bernard Oudin. Vous venez de marquer par un symbole que votre amitié, votre proximité avec le président de la République est de toute épreuve. Je vous demande donc de saluer le conseiller. Alors, comme c'est de coutume chez nous, et on l'a déjà fait souvent, veuillez souffler, M. Bernard Oudin, d'être baptisé désormais Yapi Yapo. Voilà. Donc, M. Bernard Oudin Yapi Yapo est avec nous, nous sommes très heureux. Mais je voudrais aussi saluer, à côté de lui, Claude Koudou, qui fait beaucoup pour la résistance et qui n'a de cesse de travailler pour que nos efforts réunis portent le fruit. Merci Claude. Alors, je crois que c'est trop d'honneur pour nous. C'est trop d'honneur pour nous, parce que le premier résistant, c'est Laurent Gbagbo. Le premier résistant, c'est lui, parce que même dans sa prison, il est encore un plus grand résistant. Car, vous voyez, en marge de cette manifestation, nous avons certainement pris le petit déjeuner, le déjeuner, nous avons pris peut-être les transports en commun. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, prend plus de transport, prend plus de voitures, ne mange plus le loco soukoué qui l'affectionnait tant. Et on ne sait même pas au jour du 31 mai qu'est-ce qu'il a mangé, comment il a dormi. C'est lui le grand résistant. Mais cela ne veut pas m'empêcher de vous présenter mon frère, mon alter ego dans la lutte. Oui. Oh, je crois que pas besoin de trop vous le présenter, vous le connaissez déjà. Mais comme on dit chez nous, la poudre qui est dans l'œil, quand on l'enlève, on montre encore à l'œil, alors que ça vient des yeux. C'est pourquoi je vais me permettre de faire une petite répétition. Abel Naki, que vous connaissez très bien, a beaucoup travaillé. Il a travaillé pour qu'à la suite des élections du 28 novembre, nous soyons ces enfants-là qui, contents de la réussite de leurs parents, flânent en toute inconscience et jouent comme ils le souhaiteraient. Mais voilà que tout son travail, oui, il a été directeur des campagnes adjointes du président Laurent Gbagbo, chargé de la communication. Il a créé un outil formidablement reconnu, efficace, puisque la guerre avait plusieurs tentacules sur la toile. Ce mouvement, c'est Facebooker pour Gbagbo. Facebooker pour Gbagbo est allé jusqu'en Chine. Facebooker pour Gbagbo était devenu un mouvement planétaire. Et malheureusement, on n'a pas pu jouer à Belle comme des enfants insouciants. On
on a fait de nous des orphelins. Orphelins, pas parce que notre papa est mort, il est vivant, mais parce qu'on nous a arraché notre Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Et comme on dit chez nous, lorsque les difficultés arrivent et que quelquefois les vieillards se cachent, la sagesse s'assoit sur la tête des jeunes. Et cette sagesse est représentée par la calvitie. C'est pourquoi vous allez voir mon frère de c'est un adage de chez nous, c'est comme ça on dit. On dit quand la calvitie arrive dans un village et que les vieux fuient, ça s'assoit sur la tête des jeunes. Et c'est pourquoi Bleu Goudé est chaud aussi. Alors, tout cela pour vous dire qu'il a beaucoup travaillé. Lorsqu'on nous a imposé, cette communauté dite internationale nous a imposé, quelqu'un qui était, comme nous l'étions à Paris pendant un certain temps, qui était sans papier comme nous, à qui nous avons donné la Côte d'Ivoire, j'entends bien l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président Laurent Gbagbo, a donné des papiers, et que cette communauté d'intérêt, cette nébuleuse mafio-financière, je ne sais pas, financière, politique, l'a imposé, et qui nous a imposé un ambassadeur, après avoir appelé notre ambassadeur Pierre Kipré, nous avons décidé, nous aussi, d'occuper la résidence de l'ambassadeur. Notre résistance, nous l'avons menée là-bas. Nous avons jeté les bases de la résistance depuis la résidence de l'ambassadeur Kipré. Et mon frère et moi, avec beaucoup de nos compatriotes, nous avons travaillé à rééquilibrer les forces, à démontrer aux yeux de la France que le président Laurent Gbagbo avait seul le droit de nommer un ambassadeur et de se prévaloir du titre de président de la République de Côte d'Ivoire. Après cela, nous vivons dans un territoire qui n'est pas nôtre. Nous devons respecter les lois du pays. Nous avons déplacé notre lutte. Puisque le droit à manifester est un droit inaliénable, nous avons déporté donc notre lutte sur le terrain des manifestations. D'abord sauvage et après autorisé. Donc, à Ben Naki, je ne vais pas faire de jaloux, on va dire comme ça, n'est pas le seul pionnier. Comme ça, au moins, ce sera bien. Mais a beaucoup fait et continue de faire. Croyez-moi, ça n'est pas facile d'être dans un pays comme la France. Monsieur Yapi Yapo, je fais le distinguo entre la France officielle de jusqu'en 2012 et la France humaniste de Jean Jaurès. Il n'est donc pas facile d'être dans un pays comme la France, officielle de jusqu'en 2012, et défier l'autorité du petit caporal de Boxa Sarkozy. Il faut avoir du courage pour le faire. Et je voudrais ici saluer ton courage, frère. Laurent Gbagbo nous l'a appris, quand on veut faire de la politique, il faut avoir du courage. Il faut aussi le faire de façon désintéressée.